Bienvenue. État du Bénin sous le régime du nouveau départ, à pratiquement un an de la fin du mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina. Patrice Talon, à en croire, le porte-parole du gouvernement peut enfin se frotter les mains. Les signaux sont désormais au vert. En tournée dans le département du Plateau, dans le cadre de l'initiative GCP, le gouvernement au contact de la population, Alain Orula désulé. Le Bénin, qui hier était semblable à un pays sinistré, exsangue, n'en est plus un, mais un État véritablement gouverné. Fin de citation. De s'en suivre alors toutes sortes de réactions. Le Bénin, pays enfin gouverné sous le régime Talon. Vérité de la palissade ou pure propagande électoraliste. Mesdames, Messieurs, le thème reste au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Deux regards extérieurs à la gouvernance Talon pour des éléments d'appréciation. Et déjà, sur ce plateau, à ma gauche, Raoufi Badirou, ancien fonctionnaire du PNUD, il est expert en gouvernance. L'homme apportera un peu son grain de sel au débat qui s'ouvre autour de cette tournée et des déclarations du porte-parole du gouvernement. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour, M. Yetondi. Merci de répondre à notre invitation. Téléspectateurs. Il faut répondre à leur façon. Merci. Merci donc pour la disponibilité. En face de lui, Marcel Zoumenou, un regard, comme vous le savez, très au fait de l'actualité sociopolitique sur le continent, au Bénin en l'occurrence. Journaliste, analyste, il est l'assistant du directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune, toujours attendu dans les kiosques. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Et comment on vit toute cette période d'attente? On est là. On est là. Intéressant. Et merci aussi de répondre à notre invitation. L'État dont vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque devrait être réformé. Ces mots, mesdames et messieurs, est-il encore besoin de le rappeler, sont de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rongwedi. C'était en 2018, pratiquement 2 ans plus tard. Ces mots de l'ancienne deuxième personnalité du Bénin reviennent presque avec insistance, mais cette fois-ci par la voix du porte-parole du gouvernement. Une autre personnalité de la République. Le Bénin, en 2016, était semblable, dit Alain Orula, à un pays sinistré, exsangue. Les Béninois, j'ai envie de vous demander simplement, Badirou, rattrapé alors par une grande vérité. Vous voyez, à écouter les uns et les autres, on croirait que le Bénin n'a jamais été gouverné. Il ne faut pas que les gens se trompent. Nous avons connu le Bénin à l'indépendance. Nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Du travail s'est fait. On dit tant qu'il n'y a rien, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais que les gens parlent de ce qu'ils ont fait, mais qu'ils n'indisposent pas les gens à raconter des balivernes sur ce qui a été fait avant. Ou du moins, à moins qu'ils soient aveugles pour ne pas savoir que ce pays a été gouverné pendant un temps et que des choses se sont faites. S'ils viennent pour dire que le pays était endetté, le pays n'était pas en ce moment-là le deuxième à être endetté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Bénin est le deuxième pays le plus endetté après la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que le régime de la rupture a augmenté les choses au-delà de ce que nous voyons avant. Alors on reviendra et je voudrais dire ceci, oui. C'est que lorsqu'il veut parler de leur régime, qu'ils parlent de ce qu'ils ont fait. Ou du moins, qu'ils disent la vérité sur ce qui était fait avant. Qui ne nous disent pas que rien n'a été fait ou bien rien ne s'est fait. Qui ne nous disent pas. Ils ne sont pas les seuls à avoir... tant qu'on dit bien de ce qu'ils font, ils sont contents. Mais quand on dit le contraire, ils ne sont pas contents. C'est pas normal. C'est pas normal, vous pensez qu'il faut mettre un peu de gain. On y revient pour apprécier un peu quelques secteurs sensibles passés quand même en revue en termes de réalisation, de pas posés et de défis relevés. Marcel Zoumenou, sur la question, j'ai simplement envie quand même de vous demander, lorsque 2 ans après, et on se rappelle tout le tollé qui a suivi ces propos de la deuxième personnalité de l'État béninois en 2018 et qu'en 2020, pratiquement 2 ans après, ces propos reviennent d'une autre façon, un pays véritablement sinistré,
sinistré, ça. Le qualificatif était aussi de Adrien Oumbedi, mais exsangue, ajouté par le porte-parole du gouvernement, qui était l'une des voix quand même critiques, et qui hier aussi s'était insurgé lorsque les mots étaient tenus par la deuxième personnalité du pays. Est-ce qu'on ne peut pas dire, avec un peu de recul, que c'est plutôt un homme qui aujourd'hui touche du doigt une réalité qu'on avait du mal à appréhender hier? Bon, d'abord, dans le premier temps, moi, je prends avec beaucoup de pincettes les propos tenus par le ministre Alain Orula, parce que dans sa très courte carrière de porte-parole, j'ai déjà vu beaucoup de gaffes, des choses qu'il a pu... carrière, s'il vous plaît. Oui, je dis courte carrière du porte-parole, parce que ça fait quelques mois qu'il est, c'est là que je dis. Et le nombre de gaffes au poids de cette carrière me pose déjà problème. Et donc, moi, je prends tout ce qu'il dit comme avec beaucoup de pincettes. Ça, c'est le premier. Deuxième chose, c'est que quand on dit ces choses, quand on est à un niveau de responsabilité aussi élevé que celui du ministre, porte-parole d'un gouvernement, quand on veut dire ces choses, on les étaye par des exemples, des statistiques et des choses précises. Quand on ne fait pas cela et on fait une déclaration comme un politicien qui était en campagne dans son village, bon, personne ne vous prendra au sérieux. Et donc, mais maintenant, revenant au fait que le Bénin soit sinistré. D'abord, c'est sous Yahi que j'ai commencé par voir ce genre de discours politique émerger dans notre pays. Quel genre de discours? Les discours du genre où on vient et on commence par attaquer le régime précédent. Vous savez que ça a commencé sous Yahi. Oh, je ne me rappelle plus si c'est le ministre Koupaki qui est venu à la télé pour dire bon, le président Kekou n'avait laissé que quelques miettes, je crois, quelques millions, 200 millions ou 150 millions. Et ça avait suscité des réactions. Et puis après, quand ceux-ci sont venus, et je parle du gouvernement actuel, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas donné de chiffres, mais ils ont commencé par faire sortir des dossiers sur l'ancien régime. Alors, je voudrais faire remarquer que ce genre de technique pour discréditer les gouvernements précédents n'apporte rien au pays en réalité. Ça n'apporte rien du tout au pays. Vous êtes péremptoire là. Pour vous, c'est comme si ces propos sont tenus juste à dessein. Non, c'est de la propagande. C'est ça que j'ai tenté d'expliquer. C'est-à-dire, on voit un ministre qui a quitté la communication gouvernementale pour verser dans la propagande. Il faut voir les outils qu'il utilise. On parle du gouvernement face au peuple, et le ministre se promène de contrée en contrée pour parler des actions. On n'a pas dit que le ministre se promène. Une tournée, c'est une tournée. Oui, moi je crois que dans un pays sérieux, il y a des gens qui devaient jouer ce rôle, pas un ministre. C'est ça. Il y a d'autres personnes. Ça, c'est le rôle des acteurs politiques. Je crois qu'il y a deux blocs autour du chef d'État actuellement. On peut trouver de bons parleurs qui peuvent se promener, à qui on peut briefer sur les actions du gouvernement et qui peut se promener. Un ministre, pour moi, a plus sérieux à faire. Et il ne peut pas se promener de contrée en contrée pour vendre les actions du gouvernement. Donc, je dis, voilà un ministre qui a versé dans la propagande politique et qui aujourd'hui dit ces choses qui n'ont aucun élément parce que au moins, les Béninois ont les yeux pour voir. Moi, j'ai vu Cotonou des années 80, j'ai vu Cotonou des années 90. C'est vrai que je ne suis pas si âgé que ça. Même on était petit, on a vu Cotonou en 80, on a vu Cotonou en 90, on a vu Cotonou en 2000 et on a vu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Le résultat de ce que nous avons aujourd'hui est le fruit du travail fait par les différents régimes. Que ce soit Soglo qui a fait 5 ans et qui a amené les premières voies pavées dans Cotonou. Après, Kérékou a fait 10 ans. Et je peux vous dire que sous Kérékou, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été faites, beaucoup de routes qui ont été construites. Le président Boni Yahi a repris le flambeau et lui-même a fait beaucoup de routes. Et d'ailleurs, ce genre de discours, comme je le disais, est né sous Yahi où on a même entendu dire que c'est le président qui a fait le plus de routes que tous les présidents depuis 1960. Et moi, je suis peiné parce que c'est un peu comme si c'est la pierre que le régime Yahi a lancée qu'on lui retourne. Aujourd'hui, je suis peiné parce que, tout au moins sur le plan des infrastructures, on ne peut pas dire que Yahi n'a rien fait. On a vu. Et donc, je suis peiné que ça soit contre son régime qu'on lance cette pierre que lui-même avait lancée au régime Kérékou. Et moi, je pense que c'est très faux au regard des choses que les Béninois eux-mêmes ont vues ces dernières années dans le pays. Mais Raouf Badiou, son mot presque de la fin m'amène plutôt à vous demander
les gouvernants actuellement sont-ils en train de baigner comme dans une politique de ôte-toi simplement je m'humaine que de se concentrer sur l'essentiel et dire qu'il a comme l'impression que c'est l'histoire du retour à l'ascenseur. Boliaï qui hier a fait des erreurs qu'il ne fallait pas sur le plan communicationnel et qui en paie aujourd'hui le prix. Je ne veux pas entrer dans les gré-grés politiques. Ok. Il faudrait qu'on sache que le régime actuel doit s'en tenir à ses réalisations et ne pas aller vilipender ce qui est fait déjà depuis longtemps. Pas vilipender, d'accord, mais pas s'en tenir à ce qu'il est en train de faire. On bâtit aujourd'hui sur hier, en s'inspirant d'hier. C'est pas à vous de dire que vous avez tout fait. C'est au peuple de savoir ce que vous avez fait par rapport à ce qui est passé. Vous ne vous vantez pas de ce que vous n'avez pas encore fait ou que vous avez en projet. Et vous ne vous vantez pas de ce que vous avez fait par rapport aux autres. C'est nous d'apprécier si vous avez fait mieux que les autres ou pas. C'est pas à vous de le dire. C'est à nous de constater. C'est comme quelqu'un qui vient dans son village qui n'a connu que la bicyclette. Quand il vient en ville et qu'il connaît un des chevaux, il est émerveillé. Nous avons voyagé partout. Quand on me dit que mon pays est le deuxième pays le plus endetté de l'Afrique de l'Ouest après la Côte d'Ivoire, je n'ose pas comparer Cotonou à Abidjan. Vous savez, il faut savoir l'investissement juste qu'il faut par rapport au coût qu'il faut pour que nous voyions le résultat concret. Lorsque, par exemple, on dit on travaille et que c'est vous-même qui nous chantez que vous travaillez, c'est de l'autosatisfaction. Et moi, je suis contre ça. Vous êtes contre l'autosatisfaction? Je suis contre l'autosatisfaction. Maître Badiou, mais est-ce que... Il y a une chose, Oui, néanmoins, nous sommes en politique. Vous voulez convaincre les gens, mais essayez de dire concrètement et réellement ce que vous avez fait. Et ne dites pas que les autres n'ont rien fait. Parce que si vous dites qu'aujourd'hui, c'est vous qui faites ceci, et depuis 60 personnes n'ont jamais rien fait, non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, ok, c'est normal que vous ne soyez pas d'accord. Si c'est vraiment blâmable, les autorités sont à l'écoute et demain sauront étayer les argumentaires de chiffres concrets. On en a forcément besoin. Mais au-delà, n'est-ce pas aussi vrai, Badirou, que lorsqu'on observe aujourd'hui, il y a comme trop de pieds lancés au gouvernement, comme quoi ça ne travaille pas suffisamment, on se demande vraiment ce qu'ils font. Et lorsque vous sentez que vous travaillez, et qu'il n'y a vraiment personne pour apprécier ce que vous faites, il faut quand même que vous donnez de la voix pour attirer l'attention des gens sur quand même le devoir de reconnaissance. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ce qui se fait aujourd'hui sous cette coupe-là? Vous ne pouvez pas obliger les gens à vous reconnaître quelque chose. Les gens ne sont pas bêtes. Si vous faites bien, ils apprécieront. Et moi, je dis que le progrès, c'est quoi? Le progrès doit partir d'abord par le panier de la ménagère. Lorsque le panier... Forcément? Ah oui. Le panier de la ménagère, il ne faut pas... on a déjà vu dans ce pays, Soglo faire des pavés, et les gens disent, pavé Minalouer. Si vous faites des pavés comme nous avons fait, nous allons mourir, et nous ne pouvons pas passer sur ces pavés-là. Mais ça ne doit pas empêcher d'apprécier qu'on est en train de faire du pavage. Non. On apprécie bien ce qu'ils font. Et aujourd'hui, nous avons vu les routes en train de se faire à Cotonou. C'est une bonne chose. Une très bonne chose. Mais c'est entre autres choses qu'on doit faire. C'est entre autres choses qu'on doit faire. On doit faire. Lorsque, par exemple, je vois un bâtiment bien peint et qu'à l'intérieur, il n'y a rien d'utile, je dis c'est de la poudre aux yeux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Faites l'utile et non l'agréable. Faites l'utile et non l'agréable. Et il y a une chose que je vais vous dire. Oui. Ce pays est fait de gens intelligents. Lorsque vous travaillez bien, on appréciera. Si ce que vous faites, nous voyons, nous avons des yeux pour voir. Ne nous saupoudrez pas. Nous allons constater, nous allons faire le bilan de votre action. Nous allons faire le bilan et nous allons apprécier. Le gouvernement... Mais ne nous forcez pas tout de suite à dire, vous travaillez. Non, laissez-nous le temps d'apprécier ce que vous faites. Si en 5 ans, vous avez fait mieux que les autres, on vous dira. On a déjà vu sur les réseaux sociaux les gens qui comparent le nombre de routes de Yahya Boni à ceux qui font actuellement. On voit que c'est peut-être ce que Yahya Boni a fait qui fait le double de ce qu'ils ont fait actuellement. C'est les réseaux sociaux. Et si nous allons à Parakou, Parakou est transformé aujourd'hui.
mieux que Porto-Novo, puisque je connais les deux lieux. Ma femme étant de Parakou et moi de Porto-Novo. Mais si je vais à Parakou aujourd'hui, le travail de Hariboni se fait sentir dans cette ville-là. Il ne faut pas raconter des histoires. Ok. Alors, on peut comprendre qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Mais alors, il y a un travail qui est en train d'être fait. Le porte-parole du gouvernement a fait presque une invite à apprécier les pas qui sont en train d'être posés et ensemble voir là où, si besoin est, il faudra colmater les brèches. Ensemble, nous allons vers le milieu scolaire. L'école en souffrance, ça a été chanté sur tous les pourtoits. Le porte-parole du gouvernement pour apprécier a rappelé que l'école était hier à terre. Aujourd'hui, graduellement, on a constaté que les murs ont commencé par être élevés au niveau du raisonnable. Le quartier latin de l'Afrique se lève progressivement. Votre regard, Marcel Zoumenou, j'ai envie de demander. Permettez-moi de prendre une minute pour revenir un peu sur les infrastructures et pour rebondir un peu sur ce que le doyen papa aîné, M. Badirou, parce qu'il y a Badarou et Badirou a dit. En fait, quand vous faites les infrastructures, les populations savent ceux qui ont fait. Moi, je donne un exemple. J'ai passé tout le mois de janvier à Bourlingué dans tout le pays, dans le cadre d'un petit projet que j'ai coordonné, où j'ai sillonné au moins une dizaine de villes dans le Bénin. Et arrivé à un certain moment dans le septentrion, le chauffeur qui devait nous conduire, on devait aller dans une ville et il disait un prix pour ce qu'on devait lui payer. Je trouvais exorbitant. Il dit oui, la voie quelque part n'est pas très bonne, quoi. Et je dis mais Yaya fait tous ces voies. Il dit oui, Yaya fait, mais Yaya n'a pas fait le tour. Et le jour où on était en train de faire le déplacement, il me dit monsieur, vous regardez ici là, ça c'est Soglo qui a fait ça. Attendez, l'étape où Kérékou a fait, il va vous montrer. Arrivé à l'endroit, il dit ça c'est la voie de Kérékou. On est arrivé sur notre voie, il a dit ça c'est Yahi qui a fait ça. Donc je dis ça pourquoi? Pour que les gens comprennent que les populations savent ce que chacun a fait. Donc même si un ministre ne vient pas faire de la propagande, les Béninois, les gens de Cotonou par exemple, apprécient à juste titre les rues qui sont en train d'être alphatées aujourd'hui, et tout Béninois, moi qui suis juge, je les apprécie. Mais qu'on n'accompagne pas de débats souilleux, de débats du genre personne n'a rien fait depuis 1960, c'est le président qui fait tout. C'est vrai, il faut le reconnaître que, et contrairement aux autres infrastructures que les autres présidents ont l'habitude de faire, les infrastructures qui sont faites actuellement prennent en compte les rues et les vont dans les quartiers de ville. C'est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir où la plupart des grandes infrastructures routières concernent les routes nationales ou les routes qui desservent les choses. Et ça a un impact plus grand sur les populations que, par exemple, les rues, parce que ce n'est pas tous les Béninois qui se rendent à Lokossa, qui se rendent à Boycon, qui se rendent à Parakou. Mais au moins les rues des villes, tout le monde circule sur ces rues. Donc l'impact est là et il faut saluer ce dynamisme du gouvernement. Mais il faut aussi dire que de 2016 à 2020, c'est depuis l'année dernière qu'on a commencé par voir réellement les choses bouger. Ça veut dire que ce soit en 2016, en 2017 et un peu une partie de 2018, on n'a pas vu assez de choses. Et ça aussi, ça a eu la conséquence parce que quand on n'a pas vu assez de choses, on a comme l'impression que tout ce qui devait être fait depuis 2016, on a commencé par les faire au même moment. Et ça a eu un effet, un impact très positif sur la population. Ceci dit, je voudrais revenir au secteur de l'éducation. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui les grèves. En tout cas, depuis l'année dernière, il n'y a plus les grèves. Est-ce que à partir de ça, on peut dire que l'éducation se porte déjà très bien? Je trouve que c'est une conclusion hâtive parce que il ne s'agit pas que des problèmes de grève, il y a beaucoup d'autres problèmes liés au secteur de l'éducation. On a vu tout récemment des reportages qui ont été montrés sur des télévisions avec des enseignants qui avaient dans une salle 83 personnes. Ça, c'est dans Porto-Novo, capitale du Bénin, qu'on a montré. Où on a vu des écoles où il y avait 3 instituteurs pour 6 classes. Et donc, il y a d'autres problèmes qui doivent être accompagnés de celui-là. Parce que, en dehors du problème de la grève, il y a le problème des enseignants en quantité, des enseignants de qualité en quantité requise pour occuper toutes les classes, les unités pédagogiques.
Mais il y a aussi tous les autres problèmes, les infrastructures. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on a fermé des écoles. Et ça fait qu'il y a le trop plein sur d'autres écoles. Je pense qu'il y a un ensemble de problèmes qu'il faut solutionner progressivement. Il y a le problème des aspirants, avec tout ce qu'on entend autour. Et je crois que pour moi, c'est trop tôt de dire que tous les problèmes de l'école sont résolus. Et donc, un gouvernement qui s'aventure à le dire, bon, peut-être c'est pour faire le buzz ou pour la propagande, mais je crois que c'est dans la durée qu'on peut évaluer toutes les réformes. Mais déjà, vous sentez au moins que l'école s'éveille à nouveau au Bénin? Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas les grèves. Mais je ne suis pas sûr que l'impact sur les niveaux des enfants est déjà vécu. Moi, je vois beaucoup d'enfants qui n'ont toujours pas le bon niveau. Je dis que ces choses doivent être réglées dans la durée. Je vois aussi d'autres qui n'ont toujours pas tous les professeurs. J'en vois dans mon quartier qui sont en 5e, qui sont en 6e, qui disent jusque-là, nous n'avons que 2 ou 3 professeurs. Et tous ces problèmes font partie de l'éducation et ils ne sont pas encore réglés jusqu'à ce jour. Je crois que le gouvernement doit s'atteler à les régler au lieu de se lancer dans une propagande qui ne sert à rien. Vous maintenez le mot propagande? Oui, je crois que ça, c'est de la propagande. Ah bon. Badirou, oui. Le visage de l'école béninoise à moins d'un an, ou à un an de la fin du régime en place, comment vous le trouvez? La réforme dans l'enseignement, on n'en finit pas. On avait vu avec la Révolution l'école nouvelle, puis après, on a refait l'école, et Yahi Boni est venu, il s'est attaqué aussi à l'enseignement, il a créé des écoles, il a construit même un banco pour que les gens puissent, qu'il y ait beaucoup d'écoles, pour que au moins la plupart de nos enfants puissent aller à l'école. Aujourd'hui, les autres ont pris autre voie. C'est pas parce qu'il n'y a pas de grève que tout va bien, hein? Non. On est forcé à ne pas revendiquer ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grève. Vous avez interprété ça, forcé à ne pas revendiquer. Le gouvernement n'a jamais interdit la revendication. Non. Le droit de grève est minoré. Ça, c'est vrai. Ah oui. De toute façon, autrefois, quand ça ne va pas, les enseignants disent ça ne va pas. Et voilà ce qu'il faut. Aujourd'hui, le droit de grève est minoré. Pour ne pas dire, n'existe plus. Est-ce pour cela que ça va bien dans l'enseignement? Non. Si vous parlez du quartier latin de l'Afrique, et le quartier latin de l'Afrique, nous, ils avaient certaines dispositions qui faisaient qu'il y avait des élites. Il y avait le lycée Bianzin qui recrutait les meilleurs élèves qui sortaient de partout des concours ou des examens. Il y avait le lycée Tofa Ier. Il y avait le lycée Oufon et le lycée Mathieu Bouquet à Paracou. Ces lycées-là recrutaient que des élites, c'est-à-dire les meilleurs élèves sortis des concours et des examens. Et ils forment des gens qui sont vraiment au top. Aujourd'hui, la Révolution avait dit tout le monde au même niveau. Les CSG sont devenus des CMG et il n'y a plus ce tri-là qui permettait d'avoir des élites. Aujourd'hui, on met déjà les jalons en terre. De toutes les façons, on ne va pas apprendre, on souhaite seulement que Dieu aide nos gouvernants à mieux faire pour ce pays, qui ne mérite pas de piétiner comme cela se fait en ce moment. Que nos gouvernants soient clairvoyants. Dans le domaine de l'enseignement, vous voyez, même en Europe, en France, il y a toujours des remue-ménages pour dire l'enseignement doit être réformé, il faut faire ci, il faut faire ça. Que nos dirigeants soient clairvoyants pour nous donner le meilleur système d'enseignement qui vaille la peine. Vous voyez, et ça c'est dans les enseignants, l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Comment a-t-on réformé l'enseignement supérieur? Vous voyez, quand on me dit tel Nigérian a fait ceci, étudiant, tel Ivoirien a fait ceci, étudiant, tel Togolais a fait ceci, c'est un étudiant, je dis mais où se trouve le Bénin dans tout ça aujourd'hui? Nos étudiants sont-ils pas capables autant que les autres pour nous montrer des choses merveilleuses comme le font certains étudiants de par-ci, par-là? Il faudrait que nous ayons un système qui nous permette, nous la science infuse, mais que nous ayons un système qui nous permette de retrouver de redorer notre blason comme autrefois, que nous ayons des élites,
Mais vous voyez les Béninois qui sont à l'extérieur, témoins qui sont intelligents. Je prends le cas de Bertin Naou, j'en parle toujours. Bertin Naou, il a fait Rosa. C'est parce qu'il est intelligent qu'il est arrivé à ce point-là. Est-ce que nous avons encore des élèves, enfin des élèves et étudiants béninois sur cette voie? Est-ce que nous encourageons la recherche? C'est le pourquoi de toutes ces réformes qui sont en cours. Oh là là. Nous n'allons pas dire... Vous savez, le temps presse. Chacun vient, on a vu des gens qui ont fait des promesses et sont partis sans rien faire. Et personne ne les a interpellés. On me dit, je vais faire 500 emplois, on n'en fait rien. On parle. Nous sommes toujours sous l'arbre à palabre. Toujours, ou bien vous voulez dire on y était. Aujourd'hui, vous sentez qu'on est encore sous l'arbre à palabre? Vous sentez qu'aujourd'hui on est sous l'arbre à palabre? La critique positive n'existe même pas. Et le mensonge est en face. Vous parlez de quelle époque, ça? De nos jours, actuellement même, la critique positive n'est pas en face et le mensonge n'est pas en place et le mensonge est en face. Comment voulez-vous avancer? Lorsqu'il y a une critique positive et qu'il n'y a pas de mensonge en face, on progresse. Mais s'il y a mensonge en face et qu'il n'y a pas de critique positive, on piétine. C'est-à-dire, en tout cas, ne soyons pas au pays des aveugles où les borgnes sont rois. Avançons, prenons de bonnes décisions, faisons en sorte que ce pays avance. Il est temps que nos gouvernants soient des gens qui soient profondément patriotes. Vous voyez, les sacrifices, c'est fait pour des gens bien, des gens qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent à l'avenir du pays. Ils se sacrifient souvent. Vous allez voir des gens qui sont méritants, mais qui sont abandonnés. Et vous allez voir les gueulards qui sont toujours là à émerveiller, à grandir, à faire tout ce qu'ils veulent. L'Afrique est mal partie. Il faut que nous y changeons. Et vous allez voir, je ne voudrais pas que dans cette pagaille, le Bénin soit le dernier, parce que nous n'étions pas le dernier hier. Je parle des pays francophones en général. On est moins bien organisé que les pays anglophones. Regardez, nous avons lancé la démocratie. C'est un pays francophone, c'est le Bénin. Qui sont ceux qui l'appliquent au mieux maintenant? C'est les pays anglophones. Allez prendre le Nigeria. Le géant Nigeria est encore dans la démocratie mieux que nous. Non. Je viens. Allez prendre le Ghana. Allez prendre le Ghana, allez prendre le Nigeria. Si vous prenez le Nigeria, aucun président ne peut prétendre avoir le 3e mandat. Aucun. Ils vont se charger de lui. Dans les pays francophones, chacun est à son scénario et on en est là. Je veux revenir à l'éducation. L'éducation est le socle du développement. Il faut qu'on en tienne compte. Vous ne sentez pas que qu'on s'amuse pas avec l'enseignement. La mayonnaise commence par prendre. Désormais, il y a un creuset qui est appelé à penser le système éducatif en général et y apporter les réponses idoines. Vous êtes dans un système où l'expression n'est pas libre. Et si vous voulez grandir, il faut qu'on vous nomme. L'expression. Oui, mais vous savez, il faut qu'on vous nomme. Hier, vous avez l'expression libre. C'est-à-dire, même dans l'enseignement supérieur, on désigne les responsables. Ça veut dire qu'il n'est pas tributaire de qui que ce soit. Il peut agir en toute liberté. Aujourd'hui, on vous impose des responsables. Ça veut dire qu'il est redevable à ceux qui les ont nommés. Vous voulez que l'expression soit libre? Non, chacun va failloter pour arriver là. Chacun va failloter pour arriver là. Et c'est moi qui défends mieux le gouvernement, c'est moi qui vais nommer. Est-ce que vous croyez qu'on progresse comme ça? Oui, c'est Joumenou, voilà, Badirou, expert en gouvernance, on ne cesse de rappeler, puisqu'on parle de gouvernance par ici. Badirou pense qu'il y a un facteur qu'on semble banaliser, mais qui compte si on veut avoir de la qualité dans ce que l'on fait. Il parle de l'expression. Pour lui, c'est un facteur non négligeable pour avoir de la qualité. Moi, j'évoque les réformes que le gouvernement a mises en branle. Faudrait-il y associer forcément la libre expression pour espérer avoir du répondant? Moi, je sais que dans la plupart des pays africains qui ont connu les régimes autoritaires, vous sentez, quand vous regardez même le niveau de la presse,
vous sentez que la presse devient médiocre. Ça dit quoi? Ça dit que dans un pays où il y a ces gens de régime, et quand vous voulez être un peu indépendant dans l'esprit, un peu indépendant dans vos points de vue, le système vous jette. Et la plupart, ils sont obligés de quitter le pays. Et ne laissent sur place que ceux qui peuvent raser les murs, ceux qui peuvent louanger le système à longueur de journée. Et c'est ces gens-là qui restent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'excellence quitte ces pays-là. Et moi, je crains que cela ne nous arrive ici parce que quand vous voulez créer un régime fort où il n'y a plus de médias qui puissent vous critiquer, qu'il n'y a plus d'hommes intellectuels, même hommes politiques qui puissent vous critiquer, mais quand on ne vous critique pas, il y a un proverbe dans ma langue qui dit le roi qui n'accepte pas qu'on le critique, mais un jour, c'est en public qu'on voit du caca sur son bout. Et donc, c'est vital pour le développement. La critique, la libre expression, la contradiction est vitale pour le développement et vitale pour la démocratie. Tant qu'il n'y a pas ça, mais vous faites tout, bon, personne ne vous critique, vous ne savez même pas si les gens apprécient ce que vous faites, vous ne savez pas si c'est bon. Alors que si vous permettez à ce que les gens puissent dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça peut vous amener à corriger les choses que vous faites. Mais si on est dans un système où on ne peut plus rien dire, il faut dire seulement que c'est bon, que le chef d'État est un bon Dieu, que tout ce que le gouvernement fait, c'est plus que tout ce que tous les gouvernements ont fait depuis 1960. Quand vous voulez ça, c'est ça qui vous fait plaisir, ne soyez pas surpris que demain, vous arrivez quelque part, vous soyez bloqué parce que vos erreurs, vous les commettez au fil des projets, au fil de vos actions, et arrivé à un certain moment, vous ne pouvez plus avancer. Donc moi, je pense que effectivement, la démocratie béninoise, et j'ouvre une petite parenthèse, demain ça fera 30 ans jour pour jour que la conférence nationale a été ouverte au PLM à Lédio, et tout à l'heure même avant de venir ici, il y avait toute une activité organisée par la conférence épiscopale du Bénin et par rapport à ça, et je voudrais que tous les Béninois aient en mémoire cette date parce que j'ai entendu quelqu'un dire que l'enfant qui est né il y a 30 ans est mort. Il est mort il y a quelques jours. Et nous autres qui sommes très attachés à cette démocratie, à cette conférence nationale qui est notre référentiel en matière de démocratie, nous sommes en train de faire le bilan aujourd'hui, nous voyons que tous les leviers sont en train de tomber. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de développement à faire en dehors du cadre démocratique. J'ai entendu beaucoup de discours ces derniers temps-ci où on dit bon, il faut faire moins de développement et moins de démocratie pour avoir le développement. Et c'est un discours tenu par des gens qui sont très proches du pouvoir aujourd'hui. C'est un discours qui émerge dans les pays autocratiques où on dit il faut avoir moins de démocratie pour avoir un peu plus de développement. Non, je crois qu'on n'avait pas besoin de faire une élection législative comme celle d'Avril dernier avant de faire les alphatages. En tout cas, moi, je ne vois pas le lien. On pouvait bien faire les élections législatives d'avril dernier et pourtant faire les asphaltages. Ce n'est pas parce qu'on a saccagé les élections, on a fait des élections exclusives, qu'il faut applaudir parce qu'il y a les asphaltages pour faire oublier ce qui s'est passé. C'est comme un enfant j'ai un enfant qui a beau avoir 20 en mathématiques et qui a 2 en français. Je vais lui dire, il faut faire l'effort aussi pour avoir 18 en français. Et donc, c'est très bien les infrastructures, mais la démocratie est encore très importante. Une chose est certaine, c'est de la discussion que jaillit la lumière. Rien ne peut dire le contraire, et ni personne. Lorsque vous avez votre idée, vous croyez que vous avez la meilleure idée, mais si vous vous approchez de l'autre, vous pouvez constater qu'il a la meilleure idée, et nous avançons ensemble. Mais quand vous vous cramponnez sur votre idée, que vous croyez que vous avez la science infuse, vous vous trompez largement. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, pour que notre pays avance, il faut que, vous voyez, actuellement, il y a encore des patriotes convaincus, mais qui se cachent, qui n'osent même pas agir, parce que la crainte, la peur les a abrités. Le fait qu'ils disent que lorsque même il lui arriverait malheur, personne ne lèvera le petit doigt. Ils sont tranquilles, ils regardent. Vous en connaissez-vous?
Oh, vous savez, nous sommes béninois. Vous et moi, nous connaissons ceux qui n'osent pas parler aujourd'hui parce qu'ils sont nombreux. Si nous devons fouiller dans notre parti politique, il y a beaucoup de gens qui n'osent rien dire. Ils sont encore là. Allons sur un autre chantier, le chantier de la santé. Hier, les hôpitaux ne fonctionnaient guère, rapporte le porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, ça tourne à plein régime. Comment vous l'observez? Non. Vous savez, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas dire des mensonges. Lorsque vous rentrez dans les hôpitaux, est-ce que les machines, le matériel médical a changé? Entrez au CNHU et donnez-moi un appareil ou bien un appareil médical qui a changé. On l'a bien peint, c'est beau de l'extérieur, mais entrons dedans. Vous voyez, notre hôpital de référence, le CNHU, ça n'a même pas d'IRM. IRM, depuis des lustres, il y en a au Togo, ils en ont en Côte d'Ivoire. L'IRM est un additif au scanner. On n'en a même pas dans ce pays. Jusqu'à présent, je ne sais pas si des privés en ont maintenant. Mais je voudrais que l'hôpital de référence en ait d'abord. C'est l'État, ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais jusqu'à une époque récente, je sais qu'il n'y en avait pas. S'il y a dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a eu maintenant, comme le disent. On va toujours au Togo pour faire l'IRM. Ou en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pitoyable. Depuis 3 ans, moi je pensais que l'IRM, où il y aurait des améliorations dans le matériel médical au CNHU. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais qu'on me le dise. Parce qu'il ne faudrait pas toujours donner du vent. Parce que, vous voyez, lorsque vous mentez beaucoup, on dit un menteur n'est jamais cru, même quand il dit la vérité. Quand vous mentez trop, on ne croira même pas ce que vous avez fait. Mais il y a de l'assainissement au niveau de ce secteur-là. Quel assainissement? Où on a fermé les... par le passé. Il y a une chose qui est bonne, qui a été faite. Oui. Il faut reconnaître à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand ils disent, si tu es dans le public, tu ne peux pas être dans le privé. Ou tu quittes le public pour aller dans le privé parce que nos gens exagèrent. Ils exagèrent, nos médecins ne s'occupaient plus du secteur public, ils allaient dans leur cabinet privé. Donc cette décision est une bonne décision. En Europe, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque vous travaillez dans un hôpital public, jusqu'à 16 heures, vous travaillez pour vous. Au-delà de 16 heures, c'est pour votre... Dans le même hôpital, c'est pour votre propre compte. C'est ça. Vous voyez, on a aménagé les choses pour que ce soit fait. Mais nous, on a préféré carrément fermer, dire que vous ne pouvez pas être dans le public et dans le privé à la fois. C'est peut-être pas mal. Mais nous, je parle des plateaux techniques. Il faut revoir les plateaux techniques. Il faut voir le plateau. Lorsqu'il y a le plateau technique, nous avons des médecins compétents. Hein. Je vous jure, nous avons des médecins compétents dans ce pays. C'est le matériel qui pose problème. Le matériel pose problème. Donnez-leur du matériel, vous allez voir, ils vont faire des merveilles. Vous allez réduire les coûts d'évacuation. Ah oui, Bassel, sur ce point-là, un secteur aussi très important, le secteur de la santé. Assez d'efforts par le gouvernement, soumis le porte-parole du gouvernement. Oui, bon, et au fait, quand toutes les réformes qui sont faites ne sont pas des réformes qui induisent fortement des coûts, je crois qu'il y a eu des décisions pour, dans la gestion du personnel, c'est de ça, monsieur Badio parlait tout à l'heure, le fait de prendre cette décision pour dire, mais alors si vous voulez être dans le privé, restez dans le privé, si vous voulez être dans le public, ça a réglé beaucoup de problèmes, il faut avoir le courage de dire cela, et ça a permis au secteur public d'être beaucoup plus performant. Mais il ne faut pas oublier parce que à chaque fois qu'on cherche à régler des problèmes, il y a d'autres problèmes qui surviennent. Et moi, je voudrais inviter le gouvernement à ne pas dire bon, tout est déjà bon, mais à continuer à diagnostiquer. Moi, il donne un exemple qui s'est passé, c'est un ami qui me l'a raconté. Vous savez qu'aujourd'hui, avec cette décision, il n'y a plus les cliniques qui fonctionnent. Un ami m'a dit, j'avais l'habitude d'être consulté par un spécialiste dans un domaine précis. J'ai l'habitude, j'arrivais dans sa clinique, on me donne rendez-vous le jour, le lendemain, on me consulte. Mais quand cette décision a été prise, je l'ai appelé 2 fois, il n'a pas pris. Au finish, il m'envoie un texto pour dire je consulte au tel CNHU tel jour. Alors, je me rends au CNHU,
Je croyais que j'allais le voir lui-même directement. Il m'a dit non, c'est un infirmier qui est chargé de programmer les consultations. Et je vais là, il dit, je vais me faire consulter dans l'unité de la spécialité donnée, quoi. Et il ouvre un cahier, regarde. On était en décembre quand il m'a fait cette confidence. Et il lui donne rendez-vous pour mars 2020. On était en décembre 2019. Oui. Il est parti pour se faire consulter. Oui. On est dans rendez-vous pour mars. Pour mars 2020. Et il a quand même pas fait du bruit. Non, mais comment vous donnez? Ça fait 3 mois. Mais si je dois mourir. Il dit oui, mais le fumier lui dit, mais tous les jours, regarde, il doit ouvrir le cahier. Et chaque jour, il doit faire 10 ou 20 consultations. Tel jour, voilà. Telle période, il est en voyage. Telle période, il est séminaire. Voilà, c'est le seul jour qui me reste. Je peux vous faire cela. Si vous avez une autre possibilité, c'est peut-être de le joindre lui-même s'il peut essayer de vous caler à un autre jour. Voilà ce que moi, je peux vous faire. Et c'est comme ça. Et donc, voilà. Donc, il y a un travail à faire parce que plus vous envoyez tout le monde au même endroit, plus il faut travailler pour qu'il y ait plus de spécialistes, il y ait plus de possibilités de consultateurs. Parce que si c'était un mal qui devait le tuer, je crois qu'en 3 mois, c'est suffisant pour qu'il meure. Et donc, je crois qu'il faut réfléchir pour... les réformes sont bonnes dans ce domaine, mais il faut toujours améliorer. Il ne faut pas dire, bon, tout est déjà bon et commencer par applaudir comme la propagande le fait, mais continuer à travailler pour améliorer tout ce qui se fait. Le côté de l'économie, le ministre pense que là, il faut décerner des satisfecits qui s'imposent au gouvernement parce qu'il est difficile de mobiliser les ressources nécessaires. Aujourd'hui, vaille que vaille, le gouvernement s'en sort. Et vous avez évoqué en filigrane le panier de la ménage. Badirou, alors, quand on est dans ce milieu, pour schématiser, est-ce qu'il ne faut pas comprendre ce que vivent les Béninois quand vous devez, pour reprendre l'anecdote citée par l'un des soutiens au gouvernement, quand vous devez vous-même ériger des constructions chez vous, vous n'avez plus forcément beaucoup de liquidité pour subvenir aux besoins des enfants, comme vous avez l'habitude, s'il n'y avait pas ce défi-là à relever. Vous savez, les institutions de Bretton Woods, parfois, il ne faut pas prendre tout ce qu'ils disent pour vérité de la palisse. Ah bon? Non. Surtout quand ils ne viennent pas sur le terrain pour constater les faits. S'ils tablent sur les données qu'on leur envoie, ils passent à côté de la plaque. Et tout développement socio-économique passe par le panier de la ménagère. Il faut venir voir ce que nous vivons sur place pour apprécier ce que vous dites. C'est facile d'être dans un bureau, de vous envoyer des données, vous les compilez et vous dites, voilà, ce pays va bien. Non. Donc du regard du citoyen? Du regard du citoyen. Il faut, en toute chose, pour apprécier l'économie d'un pays, il faut voir le panier de la ménagère. Si les gens meurent de faim et que vous dites que tout va bien dans le pays, il y a dichotomie. Mais pour l'instant, les gens ne meurent pas de faim. Je n'ai pas dit ça. Okay. Mais allez dire, les gens, il y a la mévente à Dantopa, allez voir. Les gens vous diront, j'ai vu une interview du président avec les bonnes femmes du marché qui disent que, voyez, les gens achetaient chez nous avant, maintenant ils vont acheter au Togo parce qu'ils ont 3000 francs de différence par rapport à leur prix de vente ici. Ça, c'est édifiant, ça. Ça veut dire que, pourquoi c'est aussi cher au Bénin? La taxe, peut-être. Trop de taxes tue l'économie. Ça, nous avons d'éminents économistes au Bénin ici. Ils sont à l'écoute, oui. Sur la question de l'économie, très rapidement, le temps est complètement parti. Non, je crois que la meilleure économie pour moi, c'est l'économie de la consommation, que les gens aient les moyens pour consommer. Et quand ça marche, les gens aient les moyens pour consommer, l'économie se porte bien. Mais ce que moi j'observe, c'est que les gens ont de moins en moins de moyens actuellement. Et ça fait que quand vous voyez l'activité économique est au ralenti. Moi, c'est un opérateur économique qui même manque d'un bloc qui m'a dit que le chef d'État fait beaucoup d'efforts, mais sur le plan de l'activité économique, il y a encore beaucoup de choses. En tout cas, vos plaintes, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vos suggestions et autres sont entendues. Le gouvernement est en quête de plus de données aussi pour mieux faire. On espère que ceci sera d'une certaine utilité. Merci à vous pour vos contributions. Merci Badirou, merci à vos Marcel Menon, chers téléspectateurs. Malheureusement, on va devoir s'en arrêter. Ne vous en faites pas, on reviendra sur le plateau. Vous aurez le temps de conclure une autre fois. 100% Bénin, on va s'en arrêter là. Ça va être sur cette citation de Frédéric Dade. Le français dit la vérité, c'est comme une femme. Pour qu'elle soit utile, il faut
qu'elle soit entière. Prenez soin de vous et à très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.